Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Petit Journal du Japon où, comme chaque dimanche, on va faire un petit tour d'horizon de ce qui se passe au Japon. Alors, cette semaine, on perd pas de temps et on va attaquer tout de suite avec les titres de ce journal. Et pour débuter, je reviendrai sur deux nouvelles de la semaine dernière pour vous raconter un peu ce qui s'est passé depuis dimanche dernier. Alors, je l'avais prédit et vous l'avez sûrement vu arriver gros comme un camion, mais on reparle un peu du champion du monde qui avait dit avoir dépensé 46 millions de yens reçus par erreur. Ensuite, je réagirai au premier voyage organisé qui a posé les pieds au Japon. Vous allez voir, c'est assez amusant. Et surtout, je vous expliquerai ce qui a changé concernant les arrivées autorisées. Vous connaissez la chanson maintenant, hein. On avance par pas de fourmi, toujours pas de réouverture, mais quelques avancées. Ensuite, je vous parlerai rapidement de l'augmentation de la maltraitance infantile, mais on ne s'attardera pas trop sur ce triste phénomène, hein. On fera plutôt le point sur le système des familles d'accueil, et notamment sur la possibilité ou non pour les couples de même sexe de le devenir. On enchaînera avec un sujet plus léger et d'actualité, puisqu'avec les beaux jours qui arrivent, les Japonaises ont déjà ressorti leurs ombrelles. Alors, je vous en parlerai un petit peu parce qu'une enquête a été faite auprès d'hommes japonais pour savoir s'ils aimeraient en utiliser et les résultats vous surprendront sûrement. Et pour terminer, on se penchera sur les tatouages au Japon et vous verrez que les mentalités changent petit à petit sur ce sujet. Alors pour commencer aujourd'hui, voici donc quelques informations concernant deux nouvelles que j'ai traitées dans le petit journal de la semaine dernière. Et je vais d'abord vous raconter le dernier épisode du feuilleton du printemps, à savoir l'homme qui valait 46 millions. Je vous avais dit qu'on entendrait encore parler de lui et ça n'a pas loupé, hein, puisque cette semaine, la ville qui avait fait erreur et lui avait transféré tout cet argent a annoncé avoir saisi la quasi-totalité de la somme sur les comptes de 3 sociétés de paiement en ligne. Donc Taguchi, le jeune homme très intelligent qui avait déclaré avoir tout perdu sur des sites de casino en ligne, n'aurait contre toute attente pas été honnête, c'est vraiment une grande surprise, et il aurait en réalité pas du tout dépensé l'argent puisqu'un représentant de la ville a déclaré que ces 3 boîtes avaient conclu un accord avec Taguchi et que cet arrangement nuisait à l'ordre public et aux valeurs morales. Bref, ils étaient complices et ils se sont tous fait choper, et au final c'est plutôt une bonne chose puisque la ville a récupéré environ 43 millions sur les 46 qu'elle avait versés. Et elle compte d'ailleurs continuer les démarches juridiques pour pouvoir récupérer les quelques 3 millions de yens restants. On parle encore des frontières aujourd'hui, d'abord pour rire un peu, parce que dimanche dernier je vous ai parlé de cette vaste blague des voyages organisés, autorisés à venir au Japon, mais ultra surveillés comme en Corée du Nord. Eh bien, mercredi, ça y est, le premier groupe est arrivé, et il s'agissait de 7 personnes venant des États-Unis, 6 de Hawaï et une de Los Angeles. Alors voici la photo du groupe, dites-moi dans les commentaires s'il n'y a pas un truc qui vous choque. Perso, j'étais mort de rire quand j'ai vu la photo et je me suis dit mais ils sont où les 7 américains? En plus, comme test en conditions réelles, on repassera, puisqu'en plus d'être clairement tous japonais ou d'origine japonaise, j'ai pas les détails, ce sont même pas des gens du grand public en fait, puisqu'ils sont tous employés dans des agences de voyage américaines. Enfin, ça n'empêche pas le gouvernement de dire que grâce à ces essais, ils espèrent trouver des moyens efficaces de faire suivre les gestes barrières basiques aux touristes, comme la prise de température, le port du masque et le lavage des mains. Voilà, bon c'est vraiment n'importe quoi, mais bon, si ça les amuse et que ça fait avancer le schmilblick, pourquoi pas. Enfin, je suis médisant, mais les choses avancent vite puisque jeudi, le gouvernement a déjà annoncé que les voyages en groupe venant de 98 pays et régions où la situation liée au Covid était à peu près stable seraient autorisés à venir au Japon à partir du 10 juin. La bonne nouvelle, c'est que la France fait partie de ces pays. La mauvaise, c'est que ce sera toujours des voyages encadrés et hyper contrôlés. Donc voilà, il faut vraiment aimer être surveillé constamment pendant ces vacances, mais au moins c'est possible pour ceux qui le souhaiteront. Ah, et évidemment, il faudra porter un masque pendant le séjour, et la question a même été carrément posée par un membre de l'opposition, et le Premier ministre a pris la peine de répondre et de dire que les étrangers devraient évidemment porter le masque et se plier aux règles qui sont en cours au Japon. Et d'ailleurs, ça a même fait les gros titres, comme quoi il y a vraiment des réticences encore très fortes pour que le gouvernement accepte plus de touristes. Et si le gouvernement prend autant de temps pour ouvrir, c'est aussi parce qu'il marche sur des œufs et qu'à la moindre erreur, ça va lui retomber dessus. Alors il y a un autre petit bémol d'importance celui-là, parce que comme si la surveillance ne suffisait pas, le nombre d'entrées journalières qui va passer à 20 000 personnes par jour à partir du 1er juin, comme d'habitude, ça comprend les Japonais qui rentrent, ceux qui résident à l'étranger ou ceux qui font des voyages d'affaires d'ailleurs, les détenteurs de visa, les stagiaires techniques et enfin les groupes organisés s'il reste des places au fond de l'avion, à droite, à côté des WC. Et au final, ça laissera donc probablement pas beaucoup de sièges libres pour ces groupes, d'autant plus qu'avec la suppression de la quarantaine à l'arrivée pour les personnes vaccinées 3 fois, il y a de plus en plus de Japonais qui rentrent au pays.
Déjà, avec les vacances d'été qui approchent, il y aura sûrement beaucoup plus de Japonais qui rentreront au Japon cet été par rapport à l'année dernière. Et je le vois déjà, hein, rien que parmi mes élèves, j'en ai plusieurs qui m'ont dit que leurs enfants ou leurs amis qui vivent à l'étranger, eh bien, ils allaient rentrer pour les vacances pour la première fois depuis 2 ans. C'est la même chose pour les voyages d'affaires d'ailleurs, hein. Les maris de certains élèves, eh bien, n'en avaient pas fait depuis très longtemps, et là, ben, ça repart comme un 40, hein, parce qu'en fait, il y avait quand même beaucoup de particuliers ou de sociétés qui n'étaient pas très chauds jusqu'à présent, hein, avec les tests, la quarantaine stricte à l'arrivée, tout ça, bref. Donc, comme tout ça a été élevé, ben, les gens en profitent, et ben, ils ont raison, hein, après tout. Et en plus, cerise sur le gâteau, hein, ben, le prix des billets aurait vachement augmenté d'après ce que j'ai entendu. Alors, c'est à confirmer, hein, si l'un d'entre vous a pris des billets récemment, n'hésitez pas à me le dire, mais ça paraît plutôt logique, hein, puisque l'offre avait beaucoup baissé à cause de la pandémie et de la guerre, et là, d'un coup, ben, la demande augmente. Ah aussi, je crois avoir dit la semaine dernière que les tests ne seraient plus obligatoires si on vient d'un pays où la situation est jugée bonne. Mais en fait, le test au départ est toujours demandé, mais celui à l'arrivée ne l'est plus, comme je l'avais dit, et en plus, il n'est pas nécessaire d'être vacciné pour venir si on vient de ces pays. Enfin, le gouvernement a annoncé que le nombre d'aéroports acceptant des vols internationaux allait passer à 7, puisque ceux de Naha à Okinawa et de Shin Chitose à Hokkaido vont recommencer à les recevoir. Voilà pour les frontières et pour le suivi de l'actu de dimanche dernier. Passons maintenant à de nouveaux sujets. Et on va d'abord parler de la maltraitance d'enfants au Japon, et ce sera surtout un prétexte, hein, pour parler plus en détail du système de famille d'accueil. Et on a appris cette semaine, hein, que les enfants qui doivent être séparés de leur famille étaient de plus en plus nombreux, hein, puisqu'il y a eu pas moins de 2174 arrestations liées à la maltraitance infantile en 2021. Et ce chiffre est en hausse de 1,9% par rapport à 2020, et c'est du coup un triste record dont on se serait bien passé, mais qui s'expliquerait par plus de signalements et par une meilleure surveillance de la part des autorités, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle pour le coup. Alors je vous passe les détails de ces violences et des faits divers sordides, hein, dont on entend parfois parler dans les journaux, hein, parce que oui, au Japon, hein, malheureusement, il y a aussi des monstres, il n'y a pas d'autre mot, et des parents vraiment indignes. Mais bon, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler surtout des familles d'accueil, et notamment de la possibilité ou non pour les couples de même sexe, eh bien, d'accueillir un enfant, parce que depuis quelque temps, il est en théorie possible pour ces couples d'accueillir un enfant qui ne peut plus vivre avec sa famille. En fait, dans la loi, il n'y a aucune obligation d'être marié pour devenir famille d'accueil, et les couples homosexuels ne sont pas exclus. Voilà. Les seules conditions à remplir seraient d'être suffisamment à l'aise financièrement pour subvenir aux besoins de l'enfant, évidemment, et de suivre une formation complète pour se préparer à ce rôle. Et dans l'article que j'ai lu sur le sujet, eh bien, on avait le témoignage assez intéressant d'ailleurs, hein, d'un couple de japonaises qui souhaitait recueillir un enfant mais qui n'était pas marié. Parce qu'au Japon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, hein, mais malgré de plus en plus d'initiatives locales dans ce sens, eh bien, le mariage gay n'est toujours pas autorisé par la loi au niveau national. Et donc en théorie, elles auraient dû être des candidates valables, mais on leur a dit qu'il serait très difficile de leur confier un enfant puisqu'elles bossaient toutes les deux à temps plein. Et malheureusement, aucune d'entre elles ne peut quitter son travail, sinon elles perdraient leur capacité financière justement à prendre un enfant chez elles. Et leur histoire est d'autant plus dommage, hein, parce que contrairement à la plupart des pays étrangers, eh bien, il y a un grave manque de candidats pour devenir famille d'accueil au Japon. En 2020, il y avait 42 000 enfants japonais qui étaient séparés de leurs parents à cause de violences ou d'autres sortes de maltraitance, et seulement 20% d'entre eux qui vivaient dans des familles d'accueil. Alors il existe d'autres moyens que de devenir famille d'accueil si on veut vraiment s'occuper d'enfants maltraités. Et il y a notamment l'adoption. Et au Japon, il existe deux types d'adoption. L'adoption spéciale et l'adoption normale. Alors l'adoption spéciale, c'est pour les cas justement où les enfants ne peuvent pas vivre avec leurs parents biologiques à cause d'abus par exemple. Et une fois adoptés par un autre couple, eh bien ils sont considérés comme les enfants naturels de ce couple. Mais ce type d'adoption n'est valable que pour les couples mariés. Et du coup, si vous avez bien suivi, comme j'ai dit que le mariage homosexuel n'était pas légal, eh bien seuls les couples de même sexe peuvent adopter. Et l'adoption normale, c'est généralement réservé aux membres de la famille de ces enfants, ou bien à des connaissances, hein, des proches qui souhaitent s'occuper d'eux. Au final, hein, d'après ce témoignage et aussi selon les résultats d'un sondage effectué par une experte du système de famille d'accueil, eh bien, les autorités préfèrent largement des couples mariés et donc hétéros forcément. Une lueur d'espoir, hein, quand même, parce que comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a de plus en plus d'endroits qui reconnaissent les unions de même sexe. Et du coup, les municipalités pourraient petit à petit être plus favorables à confier des enfants à des couples de même sexe. Ce qui serait d'ailleurs vraiment une bonne chose, hein, et pour les enfants qui sont placés dans des institutions, et pour ces couples désireux de les aider. Alors voilà pour l'information telle qu'elle. Alors juste un mot avant d'enchaîner avec le prochain sujet, hein, mais à titre personnel, je suis complètement favorable à ce que les couples de même sexe puissent être choisis
pour s'occuper d'enfants dans des situations difficiles. Et j'espère vraiment que la loi et les mentalités évolueront un peu plus vite et que ce sera bientôt possible. Et je sais bien que si vous suivez régulièrement, vous êtes forcément des personnes formidables, bienveillantes et ouvertes d'esprit, mais au cas où vous découvriez cette chaîne aujourd'hui et que vous ayez envie de lâcher un gros commentaire genre slogan de la manif pour tous, eh bien merci d'avance de vous abstenir parce que déjà, même si chacun a le droit à ses opinions, ici c'est une chaîne sur l'actualité du Japon, donc c'est pas forcément l'endroit pour ça. Et puis comme de toute façon j'y répondrai pas, autant ne pas perdre votre temps pour rien. Bien, passons maintenant à un sujet plus détente et plus de saison, ce sont les ombrelles. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il y a eu un sondage à propos des ombrelles pour hommes. Alors je vous vois venir, je sens bien que certains d'entre vous ont déjà envie de se moquer, et je peux les comprendre, mais avant de voir les résultats de cette enquête, laissez-moi vous dire quelques mots sur ces fameuses ombrelles au Japon. Alors déjà, je ne sais pas si vous êtes déjà venu au Japon en été, mais en tout cas moi, avant de venir vivre ici, j'étais toujours venu à d'autres saisons. Puisque l'été, vous le savez sûrement, c'est l'enfer à cause de la chaleur et surtout de l'humidité de ouf. Bref, le premier été que j'ai passé ici, j'étais vraiment très étonné de voir que beaucoup de japonaises avaient des parapluies alors qu'il ne pleuvait pas du tout. Bon, évidemment, ce n'était pas des parapluies, mais des ombrelles. Et maintenant, bien sûr, ça me semble évident, mais au début, sérieux, j'ai pas du tout percuté. Et les premières fois, je me disais, mais qu'est-ce qu'elles ont toutes avec leur parapluie? Bon, ok, je suis un peu long à la détente, vous avez raison. Mais bon, pour ma défense, c'est pas forcément évident de distinguer une ombrelle d'un parapluie du premier coup d'œil. Parce que beaucoup d'ombrelles ressemblent vraiment à des parapluies. Parce qu'en fait, les ombrelles ici, c'est surtout pour protéger des UV. Et c'est pas tellement le fait d'être mignon. Et en plus, il y a beaucoup d'ombrelles qui font aussi parapluie. Donc voilà. Quand on n'est pas préparé, qu'on arrive de France où absolument personne n'a d'ombrelle, sous peine de se faire jeter des pierres ou passer pour un fou, ça fait bizarre. Alors bien sûr, quand on a passé un été ici à bien suer comme un cochon et qu'on a bien cramé sous la fournaise, on comprend déjà beaucoup mieux l'intérêt et franchement, il y a eu des fois où j'avais presque envie d'en piquer une à ma femme. Et si c'est aussi répandu, c'est non seulement parce que ça aide à supporter la chaleur donc de l'été, mais surtout qu'il y a des japonaises, beaucoup de japonaises qui détestent le soleil et détestent bronzer. Autant en France, tout le monde veut bronzer, prendre des couleurs, dès qu'il y a 3 rayons de soleil, tout le monde se met aux terrasses. Autant ici, l'immense majorité des japonais et des japonaises fuient le soleil en mode vampire, comme si elles allaient être réduites en cendres si le moindre rayon les touchait. Bon, désolé pour ceux qui ont vu ma vidéo de balade à vélo dans mon quartier que j'ai posté vendredi soir, je recycle un peu la même vanne, mais c'est vraiment la réflexion que je me fais à chaque fois que je vois une japonaise déguisée en Dark Vador dans la rue. Alors bien sûr, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu cette promenade à vélo, je vous invite à aller la voir parce que je vous y montre mon quartier et en commentant certains trucs, en plus ça tombe bien parce qu'on y voit des japonaises avec des ombrelles. Alors tout ça, c'était pas du tout calculé à un moment de faire la vidéo, mais ça tombe super bien, ça colle avec l'actu, donc c'était une trop belle occasion de ne pas faire un peu de pub ici. Voilà, si ça vous intéresse, restez quand même jusqu'à la fin de ce journal, je mettrai une petite vignette par ici, et vous n'aurez plus qu'à cliquer. Voilà pour la promo, alors maintenant revenons à nos ombrelles, et vous vous demandez peut-être, mais pourquoi tant de haine contre le soleil? Même si je ne suis pas un spécialiste de la question, évidemment, il y a 2 raisons principales à mon avis. La première, c'est qu'être bronzé, ça veut dire qu'on a passé beaucoup de temps à l'extérieur, évidemment. Donc, soit on passe pour un branleur qui bosse pas, soit on passe pour un travailleur manuel. Et de toute façon, les 2 catégories sont pas forcément très valorisées, on va dire, dans certains milieux ou auprès de certaines personnes. Ensuite, pour les femmes, elles ont vraiment une peur panique que le soleil abîme leur peau. Alors, j'y connais rien en dermatologie, mais bon, j'imagine qu'effectivement, trop de soleil, c'est sûrement pas idéal pour garder une peau douce et parfaite comme la mienne. Bon, pas du tout, mais bon, effectivement, beaucoup de japonaises ont une très belle peau. Et d'ailleurs, elles font beaucoup d'efforts pour la protéger, que ce soit avec des produits cosmétiques ou en la protégeant du soleil, donc par exemple. Voilà pour le petit point sur le pourquoi et le comment des ombrelles pour les femmes, mais pour les hommes alors, on en est où? C'est justement ce qu'a voulu savoir une société qui a fait un sondage pour savoir si ses clients seraient partants pour utiliser une ombrelle pour hommes. Alors une petite précision avant de passer au résultat, la boîte en question c'est une chaîne de cliniques d'épilation pour hommes. Donc bon, leurs clients sont forcément des hommes qui attachent plus d'importance à leur apparence que le japonais moyen. Donc les résultats ne sont pas forcément représentatifs de tous les japonais, mais bon, ils ont le mérite d'exister et puis ils sont quand même intéressants puisque ce sont les seuls qu'on a. Et on découvre que 64% des hommes interrogés s'inquiètent des effets des UV sur leur peau et que carrément 80% d'entre eux sont favorables à l'utilisation d'ombrelles par des hommes. Et j'étais très étonné de voir que le soutien le plus fort était chez les adolescents avec 90% d'entre eux qui sont pour. Est-ce que ça veut dire que dans quelques années ou quelques décennies, tous les hommes japonais auront une ombrelle?
rien n'est joué. Mais avec le climat qui se réchauffe et les résultats de cette enquête, eh bien, c'est pas non plus impossible. En tout cas, si j'achète une ombrelle un jour, promis, vous serez les premiers à le savoir et je vous la montrerai en action dans cette vidéo. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous pour pas rater ça. Allez, une petite aparté avant de continuer avec le dernier sujet, car je tenais aujourd'hui à remercier un nouveau contributeur sur Patreon. Ludovic, merci beaucoup pour ton soutien. Si vous aussi vous voulez me soutenir sur Patreon, tous les détails sont dans la description de cette vidéo. Et en parlant de me soutenir, j'ai découvert cette semaine que je pouvais activer une fonctionnalité sur YouTube qui s'appelle les Super Thanks. Alors j'étais persuadé que c'était seulement pour les grosses chaînes, mais apparemment non. En fait, je pense que comme vous êtes de plus en plus nombreux à commenter, à mettre des likes, et je vous en remercie vraiment, c'est vraiment super sympa, peut-être que YouTube a jugé que la communauté sur ma chaîne était très présente, et du coup, j'ai pu activer cette fonction. Alors, c'est quoi ces Super Thanks, vous allez me dire? En fait, sous chaque vidéo, maintenant, en bas à gauche, je crois, pas loin du bouton like, il y a un cœur avec écrit merci et un petit signe $. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez remercier le créateur, moi, avec une contribution de 200 yens, 500 yens par exemple. Alors je pense qu'en Europe, en France, ça doit être 2 euros, 5 euros. Enfin voilà, je trouvais ça plutôt sympa comme système, parce que Patreon, c'est un abonnement mensuel sur un site externe, ça convient peut-être pas à tout le monde, alors que là, c'est déjà intégré à YouTube, il n'y a qu'à cliquer, c'est juste une fois, donc si on aime vraiment une vidéo, on peut envoyer 2 euros par exemple pour remercier. De mon côté, évidemment, ça fait super plaisir et ça me permettrait de vous proposer plus de contenu, notamment niveau vlog et balade. Et puis de votre côté, ça ne vous engage à rien, donc c'est peut-être moins effrayant que Patreon si vous voulez me soutenir. Enfin voilà, comme je l'ai activé, il fallait que je vous en parle et que je vous explique un petit peu tout ça. C'est maintenant chose faite, alors on enchaîne avec la nouvelle suivante. Et notre dernier sujet de la semaine, c'est pas vraiment une nouvelle de dernière minute, mais bon, c'est plutôt un phénomène depuis quelques temps au Japon, on va dire, c'est l'évolution des mentalités vis-à-vis des tatouages. Je vous apprends rien, je pense, en vous disant que pendant longtemps, les tatouages ont été associés aux yakuza et aux délinquants. Mais cette image semble être en train de changer doucement, mais sûrement. Déjà parce que le crime organisé a progressivement disparu, ou en tout cas il est plus visible, et aussi parce que les tatouages d'influenceurs japonais ou de personnes étrangères par exemple, ont donné envie à certains japonais de passer à l'acte en voyant que c'était admis ailleurs et qu'il y avait aussi de nombreux styles possibles, pas forcément des grands dragons ou des tigres colorés sur tout le corps. Alors dans les articles que j'ai lus et qui m'ont donné envie d'ailleurs de vous en parler dans ce journal, et je remercie au passage Jamelina pour les liens, il y avait entre autres le témoignage d'une jeune japonaise qui est maintenant web designer et qui explique qu'elle a eu plusieurs boulots dans des grosses boîtes mais qu'elle a toujours réussi au final à dissimuler ses tatouages et que ça ne lui a pas posé de problème majeur dans sa carrière. Alors vous l'avez compris, le mot important ici c'est dissimuler, parce que si les tatouages sont trop visibles, c'est évidemment une autre histoire. Mais dans son cas, elle en a notamment un sur le bras donc elle peut cacher avec un pansement, par exemple quand elle a des réunions avec ses clients. Ensuite, elle en a un sur la cuisse, donc pas trop de problème pour le cacher. Et puis un dernier derrière l'oreille, donc elle garde les cheveux assez longs pour pouvoir le cacher. Et elle n'est pas la seule, puisque j'ai été très étonné d'apprendre qu'il y aurait 1,4 million de Japonais adultes tatoués, soit près du double de 2014. Alors une des causes de cette augmentation, en plus de la diffusion plus grande sur les réseaux sociaux comme je l'ai dit, ou que certaines stars japonaises en aient de plus ou moins discrets, c'est qu'en 2020, la Cour suprême du Japon a autorisé les tatouages à être réalisés par des personnes autres que des professionnels certifiés du milieu médical, ce qui était donc le cas jusqu'alors. Il n'y avait pas trop de détails, mais j'imagine que la profession est toujours encadrée bien sûr d'une façon ou d'une autre, mais le fait est que le nombre de personnes pouvant devenir tatoueurs a augmenté, et ça s'est traduit dans les chiffres par une augmentation du nombre de tatoueurs qui serait aujourd'hui près de 3000 dans tout le pays. Et puis si le nombre de tatoueurs augmente, c'est aussi parce que la demande est là. Et d'après une enquête, 60% des jeunes de moins de 20 ans pensent que les règles concernant les tatouages devraient être assouplies. Alors cette évolution, elle se sent surtout dans les grandes villes, comme Tokyo ou Osaka, où il est plus vraiment rare de tomber sur des personnes qui bossent dans le milieu de la restauration ou dans des magasins un peu branchés par exemple, et qui ont des tatouages. Voilà. C'est de plus en plus accepté ici, mais c'est vrai que souvent ces personnes, quand elles rentrent dans leur région natale, elles doivent cacher leur tatouage ou elles l'ont pas forcément dit à leur famille. Voilà, les mentalités ici changent doucement mais sûrement. Vous l'avez déjà vu pour les règles dans les écoles, dans les lycées, concernant les couleurs de cheveux ou les tenues vestimentaires, mais aussi dans la société en général. Comme les Japonais sont en fait de plus en plus exposés à ce qui se fait à l'étranger avec les réseaux sociaux et puis d'autres supports culturels comme le cinéma, il y a une vraie tendance, surtout chez les plus jeunes, à refuser ou en tout cas à vouloir modifier ou remettre en cause les codes qui étaient imposés jusqu'à présent. Allez, je vous laisse avec quelques images de ma balade à vélo postée cette semaine. Il y a des ombrelles, donc allez jeter un coup d'œil si vous ne l'avez pas encore vu. Je vous mets le lien juste par ici.
Il n'y a qu'à cliquer. Et puis moi je vous souhaite une bonne soirée, une excellente semaine et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro du Petit Journal du Japon.